En 2024, les échanges entre le Ghana et le Burkina Faso ont dépassé les 300 millions de dollars, un chiffre encore modeste à l'échelle mondiale, mais décisif pour l'Afrique de l'Ouest. Ce bond contraste avec des décennies d'isolement et de dépendance à l'aide extérieure, signalant un glissement discret vers une souveraineté économique assumée. Que représente réellement cette trajectoire pour la région au moment où Ibrahim Traoré répète que l'Afrique doit se construire sur ses propres termes? À la frontière, chaque camion devient ainsi moins un symbole d'assistance qu'un test grandeur nature de cette promesse. Cette enquête promet de dévoiler comment un corridor commercial, longtemps perçu comme périphérique, est devenu un levier stratégique pour deux économies africaines cherchant à redéfinir leur marge d'action. Au-delà des chiffres, l'enjeu central est clair: comprendre comment une coopération régionale peut réduire la dépendance extérieure et transformer des ressources locales en valeur ajoutée durable. Cette dynamique attire parce qu'elle repose sur une arcature simple mais puissante. Deux pays jadis entraînés dans des échanges déséquilibrés décident de déplacer le centre de gravité de leur développement vers l'intérieur du continent. Mais derrière cette promesse, un paradoxe demeure. Les infrastructures fragiles, les retards douaniers et l'instabilité du Sahel continuent de peser sur les ambitions annoncées, créant un écart entre la vision et sa mise en œuvre concrète. Un micro-hook surgit ici. Si les chiffres progressent, pourquoi la région reste-t-elle encore vulnérable? La réponse se niche dans les mécanismes qui soutiennent ou freinent la souveraineté économique naissante entre le Ghana et le Burkina Faso. La première révélation tient dans un basculement passé presque inaperçu. En 2024, les échanges entre le Ghana et le Burkina Faso ont franchi le seuil des 300 millions de dollars, marquant un point d'inflexion que peu d'observateurs avaient anticipé. La seconde se lie dans le rythme de cette progression. Ce n'est pas une poussée ponctuelle, mais la conséquence d'une réorganisation méthodique des priorités économiques des deux pays sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Autrefois, la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso symbolisait davantage la séparation que la coopération. Les flux commerciaux étaient rares, ralentis par des infrastructures vieillissantes, des contrôles douaniers lourds et un climat régional instable. Cette zone apparaissait comme un couloir secondaire, utile pour relier un pays côtier à un pays enclavé, mais trop fragile pour soutenir une dynamique industrielle ou logistique durable. Pourtant, en l'espace de quelques années, ce corridor s'est chargé d'un sens nouveau. Les camions circulant entre Accra et Ouagadougou ne transportent plus seulement des marchandises, ils incarnent la volonté de deux gouvernements de sortir du cycle de dépendance envers l'aide internationale et de replacer la valeur ajoutée au cœur même du continent africain. Ce changement s'est construit sur une constatation simple, mais longtemps négligée. Les ressources locales, des ports ghanéens aux zones agricoles burkinabées, peuvent soutenir un modèle fondé sur la transformation régionale à condition que les règles du jeu soient réécrites. C'est ce que mettent en marche les autorités ghanéennes et burkinabées en simplifiant les procédures, en modernisant les axes routiers et en soutenant des chaînes de valeur locales. Ainsi, le corridor économique n'est plus un simple passage. Il devient un moteur structurant où chaque gain logistique ouvre la voie à des investissements, puis à de nouvelles formes de coopération. La progression reste fragile, mais elle révèle un tournant dans la manière dont l'Afrique de l'Ouest envisage sa souveraineté économique. Depuis le début de cette transformation, une figure s'impose pour structurer le récit. Un leadership qui pousse les administrations ghanéennes et burkinabées à revoir leurs priorités, en accélérant les processus logistiques et en clarifiant les objectifs communs. Cette impulsion politique, relayée par des équipes techniques souvent invisibles, donne un ancrage concret à ce projet régional. Un premier exemple se trouve dans les postes douaniers modernisés. Des agents rapportent que le temps de traitement des cargaisons a été réduit grâce à de nouveaux centres de contrôle et à des procédures simplifiées. Ce changement, modeste en apparence, a généré un flux plus régulier de camions et permis aux transporteurs de réduire leurs coûts. Un second cas illustre cette dynamique. La création de petites unités de transformation dans des zones industrielles burkinabées où des matières premières autrefois exportées à l'état brut commencent à être traitées localement. Cette évolution a permis à plusieurs coopératives agricoles d'améliorer leurs marges et d'accéder à un marché ghanéen plus vaste.
Ces deux situations montrent que l'impact du corridor n'est pas abstrait. Il se matérialise dans des avancées ponctuelles mais cumulatives, où des initiatives bien ciblées entraînent des effets durables sur l'emploi, la logistique et la valeur ajoutée régionale. L'enjeu, désormais, est de déterminer jusqu'où cette dynamique peut être consolidée et comment elle pourra résister aux tensions structurelles du Sahel. Car si ces premiers résultats montrent une trajectoire encourageante, la question centrale demeure ouverte. Que faudra-t-il pour que cette coopération devienne réellement irréversible? Tout commence par un signal simple. La frontière ghanéenne observe une hausse inhabituelle du trafic routier. Les premières statistiques montrent un flux croissant de camions, signe que quelque chose se prépare. Les autorités locales vérifient, les transporteurs confirment. Une nouvelle dynamique s'installe discrètement. Le déclic vient ensuite. Le Ghana investit dans des routes plus solides et des points de contrôle modernisés. Les ingénieurs accélèrent. Les équipes locales renforcent les fondations. Le corridor devient praticable à un rythme inédit. Au Burkina Faso, un mouvement parallèle s'opère. Des zones industrielles émergent près de Ouagadougou. Des ateliers légers s'installent. Les coopératives se réorganisent pour traiter le coton, le karité et d'autres produits agricoles. Ibrahim Traoré soutient cette impulsion. Il insiste sur l'urgence de transformer la matière première sur place. Le trigger prend forme. Le forum d'investissement du Ghana, tenu à Ouagadougou en 2025, sert de catalyseur. Les délégations se rencontrent. Les ministres alignent leurs priorités. Les promesses de modernisation du corridor sont actées publiquement. À partir de là, tout s'accélère. Les postes douaniers reçoivent de nouveaux équipements. Les procédures sont raccourcies, les transporteurs gagnent en rapidité, les temps d'arrêt diminuent, les coûts baissent. Des entreprises privées observent ces signaux et s'engagent à leur tour. Vient ensuite la montée en puissance, le pic. Les échanges commerciaux franchissent la barre symbolique des 300 millions de dollars. Les exportations ghanéennes bondissent de 30%. Le Burkina Faso améliore ses marges grâce à une transformation locale partielle. Les flux deviennent réguliers. Les camions quittent Accra chaque matin avec des cargaisons de produits alimentaires, de cacao transformé ou de biens pharmaceutiques. Le retour se fait avec du coton, du beurre de karité et des ressources agricoles désormais mieux valorisées. Cette intensification surprend plusieurs observateurs. Les prévisions étaient prudentes. Les résultats les dépassent. Certains y voient un modèle reproductible pour d'autres États du Sahel. D'autres s'interrogent encore sur sa stabilité. Mais une certitude apparaît. Le corridor change la donne logistique régionale. Puis vient la aftershock phase, la phase de répercussion. Les investissements se multiplient. Le Ghana injecte près de 500 millions de dollars dans ses infrastructures. Le Burkina Faso crée de nouvelles zones de formation professionnelle. Les jeunes accèdent à des opportunités inédites. Les entreprises locales élargissent leurs capacités. Les effets se diffusent. Les villages proches de la route voient l'activité augmenter. Les marchés régionaux se densifient. Les exportateurs constatent une baisse des coûts logistiques d'environ 25%. Cette amélioration attire d'autres partenaires africains. Certains États voisins observent et étudient la possibilité de rejoindre l'axe. Les données disponibles permettent désormais de mesurer avec précision l'ampleur de la transformation engagée par les deux pays, car les tendances observées ne relèvent plus de simples impressions qualitatives. Elles s'appuient sur des flux vérifiés, des investissements tracés et des performances logistiques documentées, ce qui offre une base solide pour comprendre la portée réelle du corridor Ghana-Burkina Faso. Le premier indicateur, central pour évaluer la dynamique, demeure le seuil des 300 millions de dollars d'échanges bilatéraux en 2024. Ce chiffre marque une rupture nette avec les niveaux antérieurs, longtemps enfermés dans des volumes modestes et irréguliers. Le deuxième chiffre éclaire la direction prise par les exportations ghanéennes. Elles ont augmenté de 30% en 2024, notamment dans l'alimentaire transformé, le cacao et les produits pharmaceutiques. Cette progression signifie que le Ghana ne se limite plus à un rôle de fournisseur brut, mais s'oriente vers un modèle à haute valeur ajoutée. Le troisième indicateur provient du Burkina Faso. Ses exportations de coton et de beurre de karité ont progressé de 20%, en partie grâce à la transformation locale initiée dans les zones industrielles émergentes. Cette évolution révèle un changement structurel dans la chaîne de valeur où les matières premières bénéficient d'un traitement préalable avant exportation.
Ces trois mesures, mises bout à bout, composent un tableau cohérent. Elles confirment que la dynamique économique n'est ni anecdotique, ni isolée. Elle repose sur des réformes techniques, des améliorations logistiques et une volonté institutionnelle partagée. L'effet cumulé devient visible dans la fluidité du corridor. Des transporteurs indiquent que les arrêts imprévus se raréfient, les contrôles deviennent plus prévisibles et les délais de traitement ont diminué depuis l'installation de centres douaniers modernisés. En parallèle, les investissements se déploient dans un mouvement structuré. Le Ghana a engagé près de 500 millions de dollars dans ses infrastructures, routes renforcées, ports secs, équipements logistiques. Bien que ce chiffre doive être utilisé avec prudence, son existence témoigne de l'importance stratégique attribuée au corridor. Ces investissements ouvrent la voie à un réseau plus robuste, capable de supporter un trafic croissant sans provoquer de goulets d'étranglement. Ces données quantitatives doivent cependant être replacées dans un contexte régional marqué par des risques permanents. Le Sahel reste soumis à des tensions sécuritaires et chaque amélioration logistique requiert un soin particulier pour éviter qu'un incident local ne perturbe l'ensemble de la chaîne commerciale. Les gouvernements travaillent donc sur des mécanismes de sécurisation du corridor appuyés par des patrouilles renforcées et des dispositifs d'alerte précoce. L'ensemble des chiffres suggère un modèle encore fragile mais prometteur. Les volumes augmentent, les marges se stabilisent et la valeur ajoutée locale commence à s'ancrer dans les économies nationales. Un point essentiel émerge. Si les dynamiques structurelles se maintiennent et si les États protègent leurs investissements contre les risques régionaux, alors le corridor Accra-Ouagadougou pourrait devenir un prototype d'intégration économique intra-africaine fondée sur la transformation locale. Deux lectures opposées émergent lorsque l'on observe l'évolution du corridor Ghana-Burkina Faso. La première, optimiste, défend l'idée qu'un modèle intra-africain de souveraineté économique est en train de prendre forme. Selon cette position, la hausse du commerce bilatéral, l'amélioration des infrastructures et la montée en puissance des chaînes de valeur locales prouvent que la région commence enfin à sortir de la dépendance historique envers l'aide extérieure. Les 300 millions de dollars d'échanges atteints en 2024, modestes mais symboliques, servent de preuve tangible. De plus, la création d'unités de transformation au Burkina Faso et l'orientation du Ghana vers des produits à forte valeur ajoutée sont perçus comme des fondations capables de soutenir une croissance durable. Pour ce camp, le corridor démontre que la coopération régionale peut restructurer profondément les économies africaines. La seconde lecture adopte une approche plus prudente. Elle souligne que cette dynamique repose sur des bases encore fragiles, menacées par les tensions sécuritaires persistantes du Sahel. Les experts qui défendent cette ligne rappellent que l'instabilité régionale peut, en quelques semaines, perturber les flux commerciaux, freiner les investissements et provoquer une méfiance durable chez les partenaires privés. Ils insistent également sur le fait que l'intégration économique, même renforcée, ne doit pas se transformer en dépendance excessive entre pays voisins, au risque de limiter la diversification commerciale vers le reste du monde. Pour eux, les progrès observés restent réels mais insuffisants, et leur durabilité demeure incertaine tant que les problèmes structurels ne sont pas résolus. La réponse la plus cohérente se situe entre ces deux visions. Les chiffres, les investissements et les premiers résultats confirment une dynamique authentique, mais cette avancée ne saurait occulter les vulnérabilités du contexte sahélien ni la nécessité de maintenir une ouverture commerciale internationale. Les succès observés, hausse des exportations, transformation locale croissante, réduction des coûts logistiques, démontrent bien qu'un modèle viable existe, mais sa stabilité dépendra de la capacité des deux pays à sécuriser la région, harmoniser leurs politiques et défendre une diversification équilibrée. Ainsi, le corridor apparaît moins comme une solution définitive que comme une base solide, à condition d'être consolidée avec méthode. Un basculement devient visible. Au milieu de cette trajectoire ascendante, un détail souvent ignoré révèle un tournant plus profond. La coopération ne repose plus seulement sur des accords techniques, mais sur une reconfiguration volontaire de la manière dont les deux pays envisagent leur souveraineté économique. Les équipes locales témoignent d'une coordination plus fluide, les transporteurs remarquent une baisse régulière des délais, et les zones industrielles émergentes commencent à structurer de nouveaux circuits de valeur.
Cette transition n'est pas encore spectaculaire, mais elle devient suffisamment stable pour redéfinir les attentes des acteurs économiques. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît avec le plus de netteté. Ses prises de position sur l'autosuffisance et la transformation locale ont progressivement infusé dans les discussions bilatérales, poussant les administrations à revoir leurs méthodes et leurs priorités. Le corridor n'avance donc pas seulement grâce aux infrastructures, il progresse grâce à un cadre idéologique partagé qui encourage la réduction de la dépendance à l'aide extérieure et valorise les ressources internes. Cette révélation intermédiaire montre que le projet n'est plus un simple axe commercial. Il devient un laboratoire politique où s'expérimente une forme nouvelle de coopération ouest-africaine. Les effets concrets du corridor Ghana-Burkina Faso commencent désormais à se matérialiser dans plusieurs sphères, donnant une réponse claire à la question suspendue au midpoint. Que change réellement cette coopération pour les acteurs concernés ? Les données, les témoignages de terrain et les premières évaluations institutionnelles convergent vers une conclusion ordonnée. Les répercussions sont multiples, différenciées et déjà mesurables, même si elles demeurent sensibles à la stabilité régionale. L'orientation impulsée par Ibrahim Traoré joue ici un rôle structurant, car elle influence autant la logique économique que la perception collective de la souveraineté. Les gouvernements ghanéens et burkinabés observent une amélioration progressive de leur marge de manœuvre économique. La réduction des délais douaniers leur permet de mieux planifier les flux logistiques et de renforcer la prévisibilité budgétaire. Les infrastructures modernisées offrent un levier tangible pour attirer des investissements additionnels, tout en signalant une volonté politique plus affirmée. Enfin, la baisse des coûts logistiques renforce la crédibilité de leur stratégie d'intégration régionale, démontrant qu'un modèle intra-africain peut générer des résultats mesurables. Les entreprises ghanéennes bénéficient d'un accès direct à un marché burkinabé en expansion, ce qui permet une diversification des débouchés et stimule la production locale. Les industries burkinabées profitent quant à elles d'un environnement plus favorable à la transformation de matières premières, réduisant la dépendance aux importations de produits manufacturés. Les transporteurs constatent également une régularité accrue du trafic, élément crucial pour réduire les risques opérationnels. Pour plusieurs PME, les premiers bénéfices se traduisent par une hausse des volumes et une stabilisation des marges. Les communautés proches des axes routiers observent une augmentation de l'activité commerciale qui crée des emplois dans la logistique, la manutention et la petite transformation agricole. Certains jeunes trouvent des opportunités dans les nouveaux centres de formation liés aux zones industrielles émergentes. Cette dynamique contribue à limiter les migrations économiques forcées en offrant des perspectives locales plus solides. Toutefois, ces bénéfices restent encore concentrés autour du corridor, laissant certains territoires plus éloignés en marge de la croissance. Pour les partenaires extérieurs et les institutions régionales, le corridor représente un cas d'étude intéressant sur la possibilité de réduire la dépendance à l'aide internationale. Les observateurs y voient un laboratoire politique où se teste une nouvelle forme d'intégration fondée sur la transformation intérieure. Les acteurs internationaux réévaluent leur posture, certains y percevant une opportunité d'investir dans des projets plus durables, d'autres s'inquiétant de la recomposition des équilibres géoéconomiques. Enfin, ce modèle attire l'attention de pays voisins qui envisagent à leur tour d'adopter des mécanismes similaires. L'ensemble de ces impacts montre que la coopération Ghana-Burkina Faso dépasse largement la simple circulation de marchandises. Elle reconfigure des chaînes de valeur, redistribue des opportunités et modifie la manière dont la région se projette à long terme. C'est là que se referme la question ouverte au midpoint. Oui, cette dynamique produit déjà des changements tangibles, et son ampleur pourrait encore croître si les fondations institutionnelles se renforcent dans la durée. Au moment d'évaluer la trajectoire du corridor Ghana-Burkina Faso pour les 6 à 12 prochains mois, 3 chemins plausibles se dessinent, chacun marqué par un équilibre différent entre stabilité régionale, continuité institutionnelle et capacité logistique. Ces scénarios permettent non seulement d'anticiper les évolutions possibles, mais aussi de comprendre les conditions nécessaires à la consolidation durable de cette dynamique commerciale. La question ouverte en P5, celle de savoir si cette accélération pouvait s'inscrire dans une tendance robuste,
trouve ici un espace de réponse nuancé. Pour commencer, on peut imaginer une progression lente mais solide. Dans cette hypothèse, les gouvernements poursuivent l'amélioration progressive des infrastructures sans perturbation majeure. Les flux commerciaux augmentent de manière modérée, portés par la stabilité des investissements actuels. Les délais douaniers continuent de se réduire, mais à un rythme limité par les capacités administratives. Le secteur privé consolide ses chaînes logistiques sans élan spectaculaire. Ce scénario très plausible reflète une continuité prudente où les avancées sont tangibles mais dépendantes de la discipline institutionnelle. Une autre possibilité apparaît, celle d'une expansion accélérée. Ici, l'intégration régionale s'intensifie grâce à la participation active de plusieurs pays voisins, attirés par les résultats déjà obtenus. Les investissements ghanéens et burkinabés dans les infrastructures s'amplifient tant, notamment dans les zones industrielles et la logistique avancée. Les PME profitent d'une réduction significative des coûts opérationnels et la transformation locale des matières premières s'étend. Ce cadre ouvre la voie à une croissance plus marquée des échanges, soutenue par des décisions politiques cohérentes et des collaborations techniques renforcées. Enfin, un scénario plus fragile se dessine, où la dynamique se trouve freinée. Dans ce cas, les tensions sécuritaires du Sahel s'intensifient, perturbant les flux commerciaux et créant des incertitudes pour les investisseurs. Les infrastructures deviennent plus difficiles à sécuriser, forçant les autorités à ralentir certains projets. Le secteur privé adopte une posture d'attente, ce qui entraîne une stagnation du commerce intra-régional. Ce scénario ne nie pas les progrès réalisés, mais il rappelle leur vulnérabilité face à un contexte géopolitique instable. À travers ces trois perspectives, une recommandation mentale s'impose. Pensez l'intégration régionale comme un mouvement conditionnel, où chaque avancée dépend d'un faisceau d'actions coordonnées, sécurité, infrastructure, formation, gouvernance. La force du corridor repose moins sur une courbe ascendante ponctuelle que sur la capacité des États à maintenir une logique d'investissement patient, alignée sur les réalités d'un Sahel en mutation. Les effets du corridor Ghana-Burkina Faso ne se mesurent pas uniquement à travers des graphiques ou des bilans institutionnels, ils se ressentent dans la manière dont différentes catégories de personnes vivent, travaillent et envisagent leur avenir. Trois groupes, en particulier, perçoivent ce changement avec une intensité distincte et leurs expériences éclairent ce que signifie réellement une transformation économique ancrée dans la région. Pour les jeunes actifs, la dynamique en cours représente une ouverture inédite. Dans plusieurs villes proches du corridor, les centres de formation professionnelle accueillent un nombre croissant d'inscriptions. Beaucoup y voient la possibilité d'accéder à des compétences recherchées dans la logistique, la maintenance ou la transformation agricole. Certains témoignent qu'ils n'auraient jamais imaginé trouver un emploi stable dans leur région sans cette nouvelle activité commerciale. Cette évolution reste encore limitée géographiquement, mais elle change la perception du possible. Pour les entrepreneurs locaux, le corridor agit comme un amplificateur. Les PME ghanéennes disposent d'un accès direct à un marché supplémentaire, ce qui leur permet de tester de nouveaux produits ou de renforcer leur présence dans des secteurs en croissance. Du côté burkinabé, les coopératives agricoles gagnent en contrôle sur leur production grâce à la transformation locale. Même si la concurrence augmente, beaucoup reconnaissent que ce nouvel environnement crée des opportunités qu'ils n'avaient jamais anticipées il y a quelques années. Pour les familles vivant le long de l'axe commercial, les transformations sont plus concrètes encore. Marchés plus fournis, hausse des activités de transport, petites entreprises de restauration ou de services émergentes à proximité des routes modernisées. Cette effervescence, bien que fragile, améliore la circulation des revenus et renforce les liens communautaires. En observant ces trajectoires, une conclusion s'impose. Le corridor n'est pas seulement une infrastructure, c'est un changement de vécu. Pour que la dynamique du corridor se consolide durablement, les deux pays doivent avancer avec une méthode claire, articulée autour d'actions mesurables et coordonnées. L'objectif n'est plus seulement de maintenir les progrès, mais de les transformer en mécanismes robustes capables de résister aux tensions régionales. La vision portée par Ibrahim Traoré renforce cette nécessité, car elle exige que chaque initiative soit structurée,
vérifiable et aligné avec l'autosuffisance régionale. D'abord, il s'agit de sécuriser le corridor. Les gouvernements du Ghana et du Burkina Faso doivent établir des zones de sécurité renforcées autour des points névralgiques. Les forces locales coordonnent leurs patrouilles et installent des dispositifs d'alerte rapide. Le suivi s'effectue via des indicateurs simples, nombre d'incidents, temps de réaction, continuité du trafic. Cette étape conditionne toutes les autres. Étape 2, moderniser les infrastructures critiques. Les ministères des Transports lancent un calendrier commun d'amélioration des routes, ports secs et postes douaniers avec un suivi trimestriel. Les progrès se mesurent par la réduction des délais de transit, la fluidité des points de passage et l'augmentation de la capacité logistique. Cette modernisation donne au corridor une base technique durable. Étape 3. Renforcer la transformation locale. Les autorités burkinabées et ghanéennes soutiennent les zones industrielles émergentes en facilitant l'accès au financement et en simplifiant les démarches administratives. Les coopératives agricoles et les PME deviennent les premiers bénéficiaires. Les résultats se vérifient par la part croissante de produits transformés dans le commerce bilatéral. Étape 4. Développer les compétences régionales. La création de centres de formation ciblés, logistique, maintenance, agro-industrie, permet de stabiliser la main-d'œuvre. Le succès se mesure via le taux d'insertion professionnelle et la capacité locale à opérer les nouvelles infrastructures. Étape 5. Installer un mécanisme permanent de gouvernance. Un comité binational supervise les performances mensuelles du corridor. Cette structure garantit la cohérence entre investissement, sécurité et objectifs commerciaux, assurant qu'aucune avancée ne dépende d'un seul acteur. Dans cette phase de maturation du corridor, les trajectoires individuelles rencontrées plus tôt, le douanier observant la fluidité nouvelle des contrôles, l'ouvrier des petites unités de transformation, le transporteur adaptant son itinéraire quotidien, reviennent comme des repères silencieux. Ces figures, esquissées dans les premiers exemples, incarnent la texture humaine d'un projet qui dépasse largement les considérations techniques. Elle rappelle que la coopération ne vit pas seulement dans les chiffres, mais dans la somme des gestes répétés qui rendent les changements possibles. L'influence d'Ibrahim Traoré s'entrelace ici avec ses récits modestes. Sa vision, centrée sur une souveraineté construite par l'action, semble trouver un écho dans chaque atelier qui s'équipe, dans chaque marché qui s'anime, dans chaque route qui gagne en stabilité. Entre Accra et Ouagadougou, cette idée se matérialise à travers des personnes ordinaires, faisant évoluer leur quotidien presque sans bruit. Au-delà des enjeux géopolitiques, ce corridor devient un lieu où se tisse une dignité nouvelle, née de la volonté de transformer ce qui existe, plutôt que d'attendre ce qui manque. Et c'est dans cette continuité humaine que réside la force la plus durable du projet. Au terme de ce parcours, le corridor Ghana-Burkina Faso apparaît moins comme un simple projet économique que comme une invitation collective à repenser la place de l'Afrique dans ses propres dynamiques. Les changements observés, qu'ils touchent les entreprises, les familles ou les institutions, montrent que la transformation naît souvent d'initiatives patientes, ancrées dans la coopération plutôt que dans la dépendance. Cette évolution rappelle que chaque acteur, même éloigné des centres décisionnels, peut jouer un rôle dans la consolidation de cette dynamique. Ainsi, partager ses expériences, en débattre, les confronter aux réalités quotidiennes devient essentiel pour comprendre ce que cette transition signifie réellement. L'enjeu n'est pas seulement de suivre un projet régional, mais de participer à une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés africaines construisent leur propre modèle, un choix après l'autre.